Nous avons le quotidien Liberté au téléphone avec le patron, c'est Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux fidèles auditeurs de Tati Media Show. Oui. Et c'est un plaisir de les retrouver pour de nouvelles auditions. Je peux vous l'assurer, le plaisir est partagé. Et ce matin, vous aussi, vous parlez de la lutte contre la corruption. 50 millions de francs CFA pour du folklore. Les corrompus sont absous finalement, on va dire. C'est ce que vous écrivez, je veux dire. Oui, et on le reconnaît tous, et la corruption est un fléau qui sape l'économie nationale et retarde le développement du pays. Et le phénomène a toujours existé au Togo, il s'est amplifié ces dernières années. Et les agents de notation et autres indices de perception de la corruption ont toujours classé le Togo parmi les pays les plus sur le continent. Et pour éradiquer le fléau, le gouvernement a lancé jeudi dernier une campagne nationale de sensibilisation. Et il semble que désormais c'est la tolérance zéro à la corruption dans notre pays, de prévention, de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, sillonner le pays pour conscientiser et mobiliser les populations contre le corruption. Et 50 millions sont donc injectés dans la campagne. Et pour nous, il s'agit du gaspillage qu'on aurait pu faire économie de cet argent et véritablement contre la corruption dans notre pays. Et nous pensons qu'il faut mettre fin à l'impunité en des poursuites contre ceux qui se livrent à des actes illicites ou prennent des libertés avec les deniers publics. Il y a de nombreux scandales financiers révélés par la presse, comme par exemple l'affaire des rétrocommissions qui a plombé les travaux de la route Lomé-Vaughan enfin, ou encore l'affaire des 600 millions de la canne détournée, et des affaires qu'il faut élucider et puis les coupables et décourager les gens. Et c'est de cette seule manière, nous pensons, qu'on pourra venir à bout de la corruption. Et pour le reste, nous estimons que c'est du folklore. D'accord. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal à la page 3 avec une jolie caricature à la une du journal. Vous en profitez également pour revenir sur le cas des agents de l'UTB-BTCI qui ont boycotté la 3e répétition générale. Des menaces sur certains responsables syndicaux que vous relevez ce matin. Parlons politique avec la résolution de la crise politique togolaise, bien sûr, de l'espoir au pessimisme finalement, Médard. Oui, les Togolais comptaient beaucoup sur la CEDEAO pour sortir leur pays de sa situation d'exception, puisque le Togo est le seul des 15 États qui forment l'espace communautaire à ne pas connaître l'alternance démocratique. Mais la déception a été immense après les dernières séances de travail que le comité de suivi de la CEDEAO a eu avec les protagonistes de la crise. Et la plus grande attente des populations était que les émissaires de la CEDEAO s'est mis dans sa course folle, et vers l'organisation des élections sans les réformes politiques et électorales attendues. Mais rien ici. Et le comité de suivi s'est montré impuissant à régler cette question cruciale de la CENI et laisse le soin aux facilitateurs de s'en charger, ainsi que des autres contentieux qui entravent la sortie de crise. Même les mesures d'apaisement prônées dans la feuille de route ne sont pas respectées et les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, surtout les membres de la société civile, sont gardés depuis des mois en prison et depuis bientôt 2 mois. Aucun point
des recommandations formulées par les chefs d'État de la CEDEAO n'a été satisfait et le pouvoir est plutôt décidé à aggraver la crise avec l'organisation unilatérale des élections. Et nous disons qu'à moins d'un miracle des facilitateurs attendus, beaucoup ne croient plus en la capacité de cette CEDEAO-là à trouver une solution à la crise que traversons. Écoutez, on lira le reste dans votre journal à la page 3. Et puis l'autre sujet que vous relevez encore ce matin, c'est la question de la profanation des lieux de culte. Vous parlez de l'impossible enquête finalement. Oui, tout à fait. Et notre pays est retombé depuis quelque temps dans une insécurité grandissante où de sombres individus troublent l'attitude et la tranquillité des petites populations. Et on assiste à des cambriolages en plein jour au nez, à la barbe des forces de sécurité. Et on est surtout surpris de la facilité déconcertante avec laquelle les mafias opèrent. Mais ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les attaques contre les lieux de culte, les mosquées, églises et la profanation du Coran, surtout dans la zone circonscrite d'Aguenivé. Et ici, nous pensons que le problème ne se situe plus sur le terrain de la criminalité, mais qu'il s'agit des actes bien préparés, bien exécutés, suivant un mode opératoire et quasi identique pour des desseins inavoués. Et le plus curieux, c'est l'impuissance du ministre de la Sécurité et des services de renseignement pourtant très compétents. Et face à cette nébuleuse qui menace la paix sociale et le vivre ensemble dans notre pays. Et au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser face à cette situation qui se détériore de jour en jour, nous nous demandons surtout quand est-ce que sera disponible l'enquête annoncée à grand rapport médiatique ou si les populations continueront à subir indéfiniment la loi de ces individus. D'accord, très bien. Et sans foi ni loi. Oui, très bien. On lira en tout cas tous ces sujets dans votre journal Liberté. Ces articles qu'on retrouvera un peu plus tard sur votre site, le www.libertétogo.info. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans les kiosques ce lundi matin. Et nous avons au téléphone le patron, c'est Dieudonné Kololakino. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric. Bonjour, fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Dieudonné. C'est vrai que ce sujet, on va l'évoquer dans Taxi Presse à partir de 11h05 avec les confrères. La question de la corruption, vous parlez de la campagne nationale de sensibilisation contre les infractions à assimiler. 2018 déclarée année de lutte contre la corruption au Togo. Oui, tout à fait. Nous avons tous l'information depuis la fin de la semaine dernière, depuis le jeudi dernier précisément, que le chef du gouvernement, donc Kwame Selam Kassou, a présidé donc la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre la corruption. Donc la rencontre a été l'initiative de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Donc c'est une occasion pour l'exécutif de déclarer la guerre contre un fléau qui reste un sport favori dans l'administration publique togolaise. Et c'est clair, et ce sont d'ailleurs même entre-temps les mots du Premier ministre lui-même. La rencontre avait réuni, on le sait très bien, le Conseil national des droits de l'homme, des membres du gouvernement, ainsi que des partenaires en développement du Togo, à l'instar du PNUD, de l'Union européenne, etc., des ambassadeurs accrédités au Togo. Et ça veut tout dire, en tout cas, ou du moins, ça veut dire clairement que le gouvernement togolais attache du prix donc à la lutte contre un fléau qui devient effectivement un virus qui ronge nos services. Et donc d'ailleurs, même en ouvrant les travaux, Selam Kassou
à citer par exemple l'ancien président de la Banque mondiale, Roder Brezoluc. On ferme la corruption, achète l'impunité, élimine toute condition d'égalité, étouffe la concurrence, encourage les conflits, bloque les transformations économiques et paralyse la croissance. Oui, on pourra effectivement retenir une telle phrase choc du Premier ministre, mais ce qui n'empêche pas effectivement de se poser la question, la lutte contre la corruption est une opération de charme ou est-ce un engagement réel du gouvernement? En tout cas, comme le dit l'adage populaire, c'est la fin qui justifie les moyens. Et il serait trop tôt de prêter quelque intention que ce soit à ce nouvel organe, on va dire, donc très très jeune structure, l'une des benjamines des structures créées donc par l'État pour lutter contre la corruption dans notre pays. Alors justement, par rapport donc à la corruption, vous écrivez dans votre éditorial ce matin, vive la haute autorité de lutte contre la corruption. Que dire du donné de la Cour des comptes? Oui, vive la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Existe la Cour des comptes, c'est une question. Et c'est-à-dire que autant on peut s'exclamer. On peut s'exclamer avec ce lancement des activités de cette haute autorité de lutte contre la corruption, autant on peut effectivement se poser la question de savoir si la Cour des comptes serait dissoute. Mais non, il faut tout de suite dire non, pas du tout. Parce que la question est valable en ce sens. Vos sons pesant d'or en ce sens que, effectivement, dans cette cahier de charge, la Cour des comptes peut autant faire presque comme cette haute autorité de lutte contre la corruption. Mais effectivement, quand on déroule toutes les questions, quand on se pose toutes les questions, et quand on se demande justement jusqu'où peut aller cette haute autorité de lutte contre la corruption, mais il y a déjà, on peut répondre en se disant déjà que cette haute autorité de lutte contre la corruption a l'avantage déjà d'être d'abord une autorité de prévention. Une autorité de prévention avant d'être une autorité de lutte contre la corruption. Et maintenant, il ne faut pas souhaiter effectivement que cet organe subisse le même sort que notre organe créé en 2001 et qui portait le nom donc de la Commission nationale de lutte contre la corruption et le sabotage économique, commission instituée en 2001 par feu Nassimbe et Adéman. Est-ce que cet organe aura les coudées franches, effectivement, pour aboutir à sa mission? Cet organe est une très haute autorité. Et donc, si nous savons déjà que il n'est pas une cour avec toutes les limites, avec toutes les faiblesses que nous connaissons à notre justice, donc si cette haute autorité se consacre véritablement à sa mission, nous croyons qu'elle pourra réussir déjà, et il faut qu'il commence très rapidement donc à inquiéter un grand requin et non un petit poisson. D'accord, c'est ce que nous disons donc dans l'éditorial. Très bien, écoutez, on lira votre éditorial, c'est à la page 3. Un mot sur la politique maintenant, avec la législative du 20 décembre. Au but de Kodjo Agbeyome ne compte pas jouer au jeu du boycott. Hein. Alors, la politique de la chaise vide se paye toujours très cher. Et Agbeyome Kodjo, je loue de la politique togolaise, de la scène politique togolaise, je sais très très bien, pour avoir été au moins président de l'Assemblée nationale dans ce pays, pour avoir été Premier ministre, il en sait beaucoup et il ne le cache pas.
Donc, dans une sortie, au cours d'une sortie médiatique, la semaine dernière, sur une radio sœur à Lomé, effectivement, à Lomé Kodjo, on parle effectivement et dit clairement et donne justement effectivement ce conseil à ses compères donc de la coalition des 14 partis de l'opposition, les 14 partis donc de l'opposition qui semblent, en tout cas au regard de leur position actuelle, vouloir donc boycotter les législatives du 20 décembre. En tout cas, Aguilome Kodjo a été très clair. La politique de la chaise vide se paye donc très cher. L'histoire du boycott ne laisse pas un bon souvenir aux Togolais. C'est suite à un boycott que le Rassemblement du peuple togolais a eu la majorité qualifiée pour modifier la Constitution en 2002, ce qui fait courir l'opposition jusqu'à ce jour. Relate entre autres Aguilome Kodjo, et nous estimons qu'on aime Aguilome Kodjo ou qu'on ne l'aime pas. En tout cas, c'est un conseil politique très sage qu'il faudra écouter et qu'il faudra suivre d'une certaine manière. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, le quotidien Togo Matin. Merci beaucoup, Dieudonné Korolakino. Je vous en prie, mon très cher Eric. Très bonne reprise à vous, très bonne semaine et à très bientôt. Allez, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Et nous sommes à l'antenne avec les journaux. D'abord, on va commencer avec le bi-hebdomadaire Le Libéral. Et nous avons au téléphone Fabrice Pechesi. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi, Eric. Alors, ce matin, vous revenez sur, on va dire, le processus électoral. Le gouvernement fonce, la C14 annonce son retour dans les rues. Hein. Oui, bien évidemment. Vous savez qu'avec la CENI qui avait démarré quand même cette activité, la C14 contestait plus ou moins ce démarrage des activités dans le cadre de l'organisation des élections en décembre prochain. Et pendant longtemps, la C14 a attendu un peu l'arrivée du comité pour être mieux étudié, c'est-à-dire qu'elle s'attendait à ce que le comité arrive stop à la CENI, ce qui n'a pas été le cas les jours derniers lorsque ce comité a séjourné à Lomé. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition n'a plus tellement confiance en la CEDEAO et elle veut elle-même régler ses problèmes. Alors là, elle reprend la menace des manifestations de rue. Alors, en ce qui concerne ces manifestations, nous nous posons plusieurs questions. La première, comment ça va se faire puisqu'on a su que les dernières manifestations n'ont pas abouti avec les itinéraires qui ont été tracés par le ministère de l'Administration territoriale et que les organisateurs des manifestations n'ont pas voulu respecter ce qui a fait que ça n'a jamais abouti. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont respecter les itinéraires ou alors évolue-t-on vers un bras de fer entre le pouvoir et la C14 en ce qui concerne ces manifestations? Et puis l'autre interrogation aussi, avec qui ces manifestations se feront, puisqu'entre-temps aussi, il y a le PNP de Koupi Akadam qui fait des solidarités des manifestations. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre ces manifestations ensemble comme par le passé ou alors ce sera une partie et l'autre restera en marge? Autant de questions que nous nous posons et nous finissons en disant qu'en réalité, par ces reprises des manifestations, la coalition joue un gros risque, c'est-à-dire que si jamais ces manifestations n'aboutissaient pas, elle aurait signé son arrêt de mort. Alors, vous revenez également sur le Front National togolais, de père en fils. Didier Amela hérite du parti de son père, on va dire. Oui, bien évidemment, un peu à l'image du Front National en France, où après le père, le parti est revenu à la fille, Marine Le Pen. Alors Didier Amela également, qui faisait entre-temps partie de l'Alliance nationale du changement, qui a annoncé sa démission, a hérité plus ou moins du parti de son père, le professeur Amela, un professeur d'université qu'on connaissait très bien, qui avait été parti dans les années 90. Oui. Alors, à l'époque de sa démission de l'ANC et de la reprise du parti, on s'était un peu moqué en disant comment est-ce qu'on sort d'un parti aujourd'hui et le lendemain on devient leader d'un autre parti. Et je crois qu'aujourd'hui, le fils Amela a compris, il a voulu faire les choses dans l'ordre, puisqu'il a organisé un congrès à Palimé où
quand même, il a été désigné leader donc de ce parti. Alors aujourd'hui, ce parti estime qu'il va évoluer seul. Il ne fait même plus partie des centristes comme on l'avait annoncé entre-temps. Et donc voilà un peu Amela qui rallume la flamme du Front National créé par son père, comme je l'ai dit dans les années 90. Et puis, ce fait divers à Kara, 2 garçons tués par la foudre, c'était samedi dernier. Hein. Oui, c'était le samedi dernier à Kara, et c'était de la stupeur au quartier d'Ongoyo, un quartier, une banlieue située à l'ouest de la ville de Kara. Alors, une fine pluie s'abattait sur la ville. Il y avait sur le terrain de l'école catholique de Dongoyo un petit tournoi de football organisé par des élèves en vacances. Et les jeunes étaient en train de jouer lorsqu'à un moment donné, on a entendu quand même, on a vu des éclairs dans la qui déchiraient le ciel et puis un bruit assourdissant. C'était une foudre qui s'est abattue. Alors, 5 garçons se sont retrouvés sur le sol et finalement, ils ont été évacués à l'hôpital. Après, on s'est rendu compte que 2 ont perdu la vie parmi eux et 3 autres sont gardés à l'hôpital. Pour l'instant, leur vie n'est pas en danger, mais les 2 garçons qui ont retrouvé la mort ont tout simplement été enterrés le lendemain dimanche, puisque selon les traditions chrétiennes, lorsque vous êtes abattu par la foudre, on considère cela comme une mauvaise mort et on ne se garde pas longtemps. Et même on considère comme les gens qui avaient été abattus par la foudre. Ce qui a été fait, il faut dire que c'est quand même un peu mystérieux qui continue de tenir la polémique dans ces quartiers à Kara où on n'a pas compris ce qui s'est réellement passé. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Bi-hebdomadaire, Le Libéral, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Fabrice Pechesi. Merci à toi, Eric, et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. La chronique santé. La santé, ce matin, on a prévu revenir sur quelques astuces là aussi pour nous aider dans notre vie quotidienne. Et pour en parler ce matin avec nous, un naturopathe, Gabriel Anani. Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous entretenir sur les bienfaits du bain de soleil. C'est pas évident. Alors, nous sommes à vous maintenant, Gabriel, sur le sujet. Ok. Et le soleil est tellement bon pour la santé, en ce sens que l'exposition à certaines heures de la journée, entre 8h et 10h et 17h, le coucher du soleil, apporte un bien fou à notre organisme. Le premier point, c'est par exemple la synthèse du cholestérol sous la peau qui est transformé en vitamine D. Donc, ça veut dire que déjà, cette synthèse va permettre à ce que les tissus osseux de tout notre corps soient renforcés. Donc, l'eau et le bain du soleil permet de pouvoir solidifier les os, permet par exemple de pouvoir fixer le calcium et le phosphore. La vitamine D, on ne la présente plus, oui. Permet de prévenir le rachitisme, l'ostéoporose et les personnes âgées. Et ça ne se limite pas là. Le bain du soleil régule l'hormone interne de notre corps. Ça veut dire tout ce qui est veille de l'organisme, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est la régulation de la température, la position dans le monde et le maintien de la mémoire. Sur le sommeil par exemple, quand l'arrêté reçoit la lumière, il envoie directement au cerveau, le cerveau l'envoie à l'épiphyse, qui, à son tour, en fin de journée, va pouvoir sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement, qui favorise l'endormissement. Le bain du soleil aussi permet à ce que nous puissions avoir une mémoire qui est éveillée. Et je m'explique. Il y a un lien étroit entre la lumière du soleil que nous recevons et qui est transmis au cerveau et l'état de dépression. Donc, ce qui dit que toutes les personnes qui sont tout le temps enfermées, ont tendance à une dépression. Sur l'hyperactivité, par exemple, le manque de luminosité, par exemple, entraîne chez certains enfants une certaine hyperactivité. Pourquoi dans les pays nordiques, où il y a moins de soleil, vous allez voir que c'est des enfants qui sont très hyperactifs. Même dans nos pays, il y a certains parents qui protègent les enfants. On ne veut pas les laisser sortir dehors, surtout les premiers âges.
et c'est des enfants plus tard qui sont très hyperactifs. Maintenant, sur la fonction cognitive, par exemple, les études le prouvent tout le temps que le soleil, les bains de soleil, Oui. au moins pas à toutes les heures, au moins 15 à 30 minutes par jour, stimule la fonction cognitive et permet aux enfants d'être très intelligents. Ça ne se limite pas là. Le soleil va pouvoir stimuler l'action du système immunitaire, renforcer la structure aussi, comme on l'a dit, augmente par exemple le niveau du bonheur, parce que en faisant l'exposition au soleil, il sécrète une hormone qui est la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et entre autres, le soleil va pouvoir permettre aux défenses immunitaires de pouvoir stimuler les lymphocytes TB pour soigner certains bon nombre d'infections. L'exposition au soleil aussi va permettre de pouvoir soigner certaines maladies de la peau, entre autres les psoriasis, les aimants et les vitiligo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un outil qui nous permet de pouvoir soigner beaucoup de maux, mais nous ne l'utilisons pas. Oui, c'est vrai. Entre autres, nous allons parler par exemple de troubles cardiovasculaires. Donc, l'exposition au soleil fait un bien fou à l'organisme sur le plan cardiovasculaire. Vous avez une meilleure circulation sanguine, une détente musculaire et, par exemple, l'exposition au soleil va pouvoir arriver à adoucir nos artères. Parce que le monoxyde d'azote qui est sécrété pendant tout ce temps-là, pendant l'exposition du soleil, va faire un bien fou à l'organisme. Donc, vous comprenez tout de suite que l'exposition au soleil tous les jours, au moins 30 minutes, entre 15 et 30 minutes par jour, fait du bien énorme à notre organisme. Très bien, je pense que ce sont des conseils très très utiles. Merci beaucoup à vous, Gabriel Anani. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste que vous êtes naturopathe. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.